C'est parti. Ok. J'ai fermé à cause du bruit. Voilà. Alors, on va continuer l'analyse hilbertienne. La semaine dernière, on a fait la projection sur un convexe complet. Aujourd'hui, en fait, on va faire les applications de ça d'abord, et puis sont là les craies. Et puis ensuite, on va passer à la notion de base. On avait déjà un petit peu parlé que l'intérêt des espaces de Hilbert, c'est justement qu'on ait cette notion de base. Donc c'est là qu'on veut en venir, mais on va quand même terminer ces applications de la projection, parce que c'est quand même assez fondamental. Et je vais juste vous rappeler, parce qu'on en aura besoin, de la semaine dernière, je vais rappeler qu'une petite partie du théorème de projection orthogonale, en fait, projection sur un convexe, donc sur un espace vectoriel, un sous-espace vectoriel, sur Y sous-espace vectoriel complet, voilà, je vais y arriver. Donc on est dans un contexte pré-hilbertien, et donc je vous rappelle simplement la partie en fait 3i, c'est le 3i du théorème de la semaine dernière, que vous avez dans vos notes. Et le 3i disait quoi? Que si Y est un sous-espace vectoriel complet de X, qui lui était un pré-Hilbert, on ne lui demande pas d'être complet, à grand X, on lui demande simplement d'avoir un produit scalaire défini sur lui-même, sur X. Eh bien, la projection, on la note P, on va la noter PY. Cette projection est une application linéaire de norme 1, linéaire, continue, de norme 1. À la limite, c'est pas vraiment ça d'ailleurs que je vais utiliser aujourd'hui, mais c'est surtout qu'elle est caractérisée par la relation que z scalaire x moins p grand yx, ce truc-là est égal à 0, quel que soit z dans grand y. C'est-à-dire finalement que x moins pyx appartient à l'orthogonale de y. Okay, ce qui est quand même assez naturel pour la notion de projection orthogonale. Mais bon, je pense que la semaine dernière, il me semble bien que j'avais dû vous dire que ce truc-là, tout ça est assez évident en dimension finie, parce qu'à partir du moment où on peut construire une base, et en particulier une base orthonormée, de grand Y, et puis de la compléter par une base orthonormée de grand X, toutes ces histoires-là de projection orthonormale, elles sont explicites. Il suffit de prendre les formules avec les bases orthonormées. Donc, c'est surtout un résultat qui devient pour nous intéressant parce qu'il y a la dimension infinie qui est dedans, et on verra des exemples après. Alors, un peu de craie de couleur. Voilà. Donc, ceci dit, on va quand même faire le dessin standard de ce truc-là. C'est quand même très simple. Alors, évidemment, là, à nouveau, je suis obligé de faire un plan comme espace grand X, puisque j'ai pas plus de place que ça, plus de dimensions que ça plutôt sur mon tableau. Et mon espace, mon sous-espace
y, eh ben, il ressemble forcément à quelque chose comme ça. Disons une droite vectorielle. Et donc, que me dit le théorème, c'est que je prends un point X là quelque part, ben, je vais avoir la décomposition où ici, ce point-là va être en fait la projection sur grand Y de X, et j'ai orthogonalité. D'accord ? Donc c'est quand même vraiment pas très compliqué sur le dessin de comprendre ce qui est dit là. C'est vraiment rien d'autre que le dessin. Hein. C'est-à-dire qu'il existe une manière de projeter X sur la droite de manière orthogonale. Okay ? Alors, en dimension infinie, c'est moins évident, puisque je ne sais pas du tout quelle est la dimension de ce truc-là. Et donc, le complémentaire peut être de dimension infinie aussi. Enfin, le supplémentaire plutôt. Donc, vous êtes peut-être en train de projeter à la fois sur un espace de dimension infinie avec un complément qui est lui-même de dimension infinie. Donc, le dessin, évidemment, est un peu difficile. Et puis, par ailleurs aussi, quand je fais orthogonalité ici, c'est l'orthogonalité que l'on a en tête, c'est-à-dire c'est Pythagore dans l'espace ambiant, dirons-nous, avec la géométrie qu'on a en tête. Ceci dit, évidemment, dans un espace quelconque, l'orthogonalité, ça peut très bien prendre un sens géométrique plus compliqué que ça. Et donc, évidemment, ça, c'est une représentation du théorème, mais le théorème, il en dit quand même beaucoup plus, parce qu'il est dans un contexte beaucoup, beaucoup plus général. Okay ? Mais il n'empêche qu'il faut quand même avoir ce dessin-là en tête, c'est rien d'autre que ça qu'on est en train de dire. Hein. Voilà, et ça c'est la projection orthogonale sur un sous-espace vectoriel. Alors on avait un résultat plus général avec les I et 2I qui était la projection sur un convexe complet qui n'était pas forcément un sous-espace vectoriel. La partie la plus utilisée est souvent celle-ci, c'est-à-dire que quand vous êtes sur un sous-espace vectoriel, ce que vous obtenez c'est une application linéaire, c'est surtout ça qui est nouveau, et que cette application linéaire, elle est caractérisée comme ça, comme la projection orthogonale. Okay ? Donc là, dans ces cas-là, on parle de projection orthogonale. Voilà. Alors, on a démontré ça. Et maintenant, on va voir des applications de ça. Donc, application, on en avait déjà vu la semaine dernière. On avait commencé la semaine dernière les applications, mais on va en donner deux autres qui sont assez fondamentales. D'abord, le théorème de représentation de Riesz. Qui dit la chose suivante. Et là, à nouveau, vous allez voir que ce résultat est assez simple en dimension finie. Toujours avoir cette idée que le Hilbert, c'est la structure la plus sympathique sur des espaces de dimension infinie, sympathique dans le sens où elle va être le plus proche de ce qu'on a l'habitude de faire en dimension finie. Ça sera encore plus vrai quand on aura défini la notion de base, mais c'est déjà sur ces théorèmes-là, on voit qu'on réussit à faire la même chose que ce à quoi on s'attend pour un espace pas trop loin des propriétés des espaces de dimension finie. Alors ici, le théorème de Riesz, il me dit quoi ? Il me dit que, alors je prends évidemment un espace de Hilbert. Dans tout ce chapitre-là, c'est ce qu'on fait. Et je regarde pour chaque y dans grand X, je définis f de y de x comme le produit scalaire de x par y. Ce truc-là, ça définit un élément f indice y appartenant à x', c'est-à-dire le dual topologique de x,
ou si vous préférez, et j'imagine que vous préférez, c'est-à-dire aussi l'ensemble des applications linéaires continues de X dans R ou C. Alors je vais mettre R, ça pourrait être C si on est à valeur, si l'espace, le corps de référence est C et non pas R. Donc les applications linéaires continues de X dans R, c'est-à-dire les formes linéaires continues. Okay. L'aspect dual, c'est forme linéaire, ça c'est l'aspect dualité, c'est-à-dire on passe d'un vecteur à une forme linéaire, donc ça c'est l'aspect dualité. L'aspect topologique, pourquoi dual topologique? C'est pour continu. Si on enlève le mot continu, on est dans le dual et pas dans le dual topologique. Bon, bref, en tout cas c'est les formes linéaires continues, donc ça définit une forme linéaire continue. Et par ailleurs, l'application qui va aller de grand Y dans grand Y' qui, à tout petit y, va associer la fonction, la forme linéaire f de y, ce truc-là est un isomorphisme. Est un isomorphisme isométrique donc ça c'est un peu la deuxième partie hein. Et puis troisième chose, enfin non c'est pas c'est la même chose, c'est-à-dire que quel que soit, je vais l'appeler f appartenant à y', il existe un seul y appartenant à grand Y. C'est surtout ça hein, qui m'intéresse. Enfin, la phrase que je vais donner là ne contient pas le fait que ça soit isométrique, mais c'est surtout l'aspect que ça soit une isométrie, un isomorphisme qui m'intéresse. Donc, pour n'importe quelle forme linéaire continue, je vais trouver un vecteur tel que f soit égal en fait à f de y, à f d'indice y. Pardon. Ok. Donc pourquoi théorème de représentation? Parce que c'est un théorème qui vous dit que vous pouvez représenter n'importe quelle forme linéaire sous la forme de f de fy. Donc je vais encore faire un idest ici. F de x est égal à, alors je l'ai mis dans quel sens comme ça, x scalaire y. Oui. Juste, qu'est-ce que j'ai écrit? Ouais, évidemment. Merci. Ça, c'est pas trop dur à corriger, donc ça tombe bien d'avoir choisi une lettre qui était proche. D'accord. Voilà, donc l'aspect représentation, il est derrière cette formule-là. Formule qui vous dit que votre forme linéaire continue f est représentée par le vecteur y, si vous voulez. D'accord ? Ça doit par exemple vous rappeler, en calcul différentiel, vous avez défini le gradient. Et le gradient, ça servait à quoi? Ça servait à dire que, alors là, c'est pas, je vais prendre G, si vous avez une application G de Rn dans Rn, ok, de Rn dans R, tiens, je vais plutôt le prendre comme ça, la différentielle de G en un point X, c'est quoi? C'est une application linéaire de Rn dans R. D'accord? C'est la définition. Hein. Si vous avez un truc qui est C1 ici, la différentielle, c'est une application linéaire continue. Là, je ne mets même pas le symbole continu, puisque de toute façon, on est en dimension finie ici. Hein. Et puis, vous avez cette fabuleuse formule qui vous dit que quand vous regardez dans la direction H, donc vous regardez l'accroissement dans la direction H,
de la différentielle, bah, ça peut se représenter comme le gradient de G scalaire H. Je vais mettre comme ça. Et le gradient, c'est la représentation de la différentielle. C'est exactement ce qui est la même chose que là. Là, c'était la différentielle de ce côté-ci. Et ici, vous obtenez un représentant. Cette chose-là, dans le langage qui est ici, consiste à dire que cet objet qui était un élément de Rn', donc c'est-à-dire des applications linéaires continues sur Rn, est représenté par le gradient. Donc ça, c'était la différentielle. La différentielle en un point est représentée par le gradient en ce point. La différentielle, c'est une application. Le gradient, c'est un vecteur. Okay. Là, c'est pareil. Vous avez une application. De l'autre côté, ce qui le représente, c'est Y, c'est un vecteur. Donc c'est ce passage, en fait, entre vecteur et forme linéaire qui se joue derrière ce truc-là. Donc là, c'est bien des formes linéaires, les différentiels, parce que j'ai pris des fonctions à valeur dans R. Et ça, ces histoires de gradients, vous les avez déjà rencontrées. Et vous voyez que, par exemple, on va pouvoir définir des applications, pourquoi pas de classe C1, sur, par exemple, L2. C'est-à-dire sur les fonctions, auquel cas vous ne serez plus en dimension finie. Et est-ce que vous aurez encore cette possibilité de représenter les différentiels par des gradients? C'est typiquement ce théorème de Riesz qui va pouvoir vous le dire. Parce que si vous êtes sur un espace de Hilbert, vous aurez encore cette possibilité de représenter la différentielle par un vecteur. Et vous voyez que c'est quand même souvent beaucoup plus sympathique de travailler avec des vecteurs qu'avec des applications. Pourquoi? Parce qu'un vecteur, ça a des composantes, c'est plus facile à maîtriser qu'une fonction. Pas qu'une application en l'occurrence. Voilà, donc ça c'est juste pour vous justifier, non, mais pour vous donner une idée que cette idée de représentation, c'est pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça, c'est déjà des choses que vous avez introduites avant. Représenter une application linéaire par un vecteur, c'est une forme linéaire, pardon. C'est une idée qui est importante. Alors, on va peut-être regarder d'abord le cas de la dimension finie. Mon utilisation du tableau est plus que hasardeuse. Alors, quitte à être avec une utilisation hasardeuse, allons jusqu'au bout. Et regardons le cas de la dimension finie, pour se convaincre que c'est très simple d'abord, et puis que finalement, en dimension infinie, on va faire essentiellement la même chose, et que c'est le fait qu'on soit dans un espace de Hilbert et qu'on a cette projection qui va nous permettre de faire en fait quelque chose de très simple, pour démontrer ce truc-là, okay, qui peut paraître pas si simple. Comment vous faites en dimension finie? Donc disons Rn, on va pas... si c'est pas Rn, c'est isomorphe à Rn, donc de toute façon, on peut s'y ramener. Vous avez donc F, prenez F, c'est essentiellement la dernière phrase qui est vraiment ce qu'on doit démontrer. Enfin, il faudra aussi justifier que ce truc-là, la première partie est vraie, mais c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est l'aspect représentation. Donc je prends F appartenant à donc une application linéaire continue de Rn dans R linéaire. Ok. Alors, et puis je vais apprendre non nul aussi. Parce que si c'est 0, évidemment, c'est pas difficile de représenter 0. Vous prenez le produit scalaire par 0 et ça marche très bien. Okay, donc si vous prenez comme f la fonction qui est identiquement nulle, le y qui fonctionne, c'est y égale à 0. Donc ça, c'est pas difficile, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc je prends non nul. Alors, le noyau de f,
Bah, le noyau de F, c'est un hyperplan. Pourquoi c'est un hyperplan? Comment? Théorème du rang, effectivement, puisqu'à partir de là, s'il est non nul, si elle est non nulle, pardon, son image c'est R tout entier. D'accord? Parce qu'elle est forcément de dimension 1 à l'intérieur de les sous-espaces vectoriels de R, il n'y en a pas des masses, il y a R ou 0. Si c'est pas 0, c'est R. Ok? Donc ça veut dire que le théorème du rang va vous dire que le noyau de F est de dimension n-1. Ok? Et vous allez avoir Rn qui va se décomposer suivant le noyau de F, plus, alors on va prendre ici le noyau de F orthogonal, qui est donc de dimension 1. Pour lui, dimension n-1 ici. D'accord? Et puis bah, vous allez prendre un élément W qui va être dans ce noyau de F orthogonal. Et vous pouvez très bien choisir tel que F de W soit égal à 1. Pourquoi? Parce que sur l'orthogonal de F, forcément, F est non nul sur l'orthogonal de F, sur l'orthogonal du noyau. Parce que s'il était nul sur l'orthogonal du noyau, il serait nul partout, hein, avec cette représentation. Donc il est non nul. S'il est non nul, quitte à changer de W en lambda fois W, je vais bien en trouver un qui soit de norme 1. Enfin, pas de norme 1, de valeur 1. Et maintenant, ben, vous prenez W, E2, En, une base adaptée à la décomposition. Et alors ça, c'est tout l'intérêt de la dimension finie, c'est que vous pouvez toujours compléter une base. Donc vous avez pris W, c'est un élément non nul évidemment, parce que sinon F de W ne serait pas égal à 1. Donc vous pouvez très bien la compléter en adéquation avec cette décomposition ici. C'est-à-dire vous prenez ici une base E de En est une base du noyau de F. Et donc vous obtenez une base adaptée à la décomposition ker F. Alors je vais mettre dans ce sens-là, parce que le premier élément il est dans l'orthogonale de F. Donc ça veut simplement dire que E de En est une base de noyau de F. Vous pouvez la prendre orthogonale au passage. Et puis ensuite, bah, à quoi ressemble F de X? Donc F de X, c'est-à-dire F de lambda 1 W plus lambda 2 E2. Donc je décompose suivant ma base. Et compte tenu que tous les autres, là, E2, En, sont dans le noyau, ça c'est lambda 1, tout simplement. D'accord? Mais ça, c'est le produit scalaire de X avec W. Alors pas tout à fait, parce que W, je ne sais pas qu'il est de norme 1. Donc il faut que je divise par la norme. En fait, il faut que je divise par la norme de W au carré. Faites le calcul, faites le produit scalaire de ce vecteur-là, qui est X, par W. Ce que vous obtenez, c'est lambda 1 fois la norme de W au carré. Donc il faut diviser par la norme de W au carré. Donc ça vous donne la valeur de Y. Ok? Dans ce cas-là. Donc ça ici, ça devrait être le Y cherché. D'accord? Donc vous voyez exactement comment ça fonctionne. Finalement, si on fait un dessin, parce qu'il faut toujours faire des dessins, surtout en analyse hilbertienne, parce que justement il y a quelque chose d'intéressant dans l'analyse hilbertienne, c'est d'avoir une notion d'orthogonalité. Donc les dessins, ils prennent beaucoup plus de sens. Donc bon, évidemment, c'est un petit peu toujours le problème ici, c'est qu'on est obligé de faire un dessin en dimension 2, donc c'est presque le même que précédemment. Hein. Le noyau de F, eh ben, il est dimension 1. Il est soit dimension... puisque j'ai supposé qu'il était non nul, que l'application était non nulle, le noyau, il est de dimension 1. Donc je vais refaire ici. Bon, évidemment, c'est le même point ici. Vous avez noyau de F qui est là. Son orthogonale, eh ben, c'est son orthogonale. Hein. Et vous êtes juste en train de dire quelque chose d'absolument
fabuleusement simple, c'est que vous avez une décomposition suivant ces deux directions, adaptée à ces deux directions, si vous préférez, et que finalement, dans cette direction F, orthogonale, pardon, vous aurez un vecteur privilégié. Alors je vais le choisir ici, ça n'a pas beaucoup d'importance, hein, qui va être W. Il peut être de l'autre côté, j'en sais rien. Donc il va être là-dedans et qui va vérifier de W égale 1. Et ensuite, ce que vous donne cette petite construction, c'est que finalement, la valeur de la fonction au point X, c'est directement donné par le produit scalaire là-dessus. De toute façon, vous doutez bien que F, l'application F étant nulle sur ce truc-là, non nulle par ici, c'est ce que vous dit vraiment le théorème, c'est que finalement, ça revient à projeter sur quart de F orthogonale. Alors c'est quand même modulo une normalisation qui est liée à la norme de W qui est ici, mais essentiellement, ce que vous dit le théorème, c'est que vous êtes avec les formes linéaires continues, vous n'êtes jamais loin de la projection sur une droite. Hein, ce truc-là, une fois que vous avez fixé Y, finalement, c'est la projection sur la droite dirigée par Y. Voilà, donc en fait, ça vous donne à la fois la structure, ça vous précise la structure de ces applications linéaires continues à valeur dans R, et puis ça vous donne une façon de les représenter. Alors maintenant, donc ça c'est une démonstration en dimension finie, hein, ça vous donne le résultat, complètement constructive. Alors on va copier ça en dimension infinie, sauf que vous voyez les problèmes, ils sont déjà ici, hein, le théorème de représentation, tout ça, faut faire attention quand même. Hein. Théorème de représentation, pardon, le théorème du rang n'a plus aucun sens, puisqu'on est en dimension infinie. Hyperplan, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bon, c'est de codimension 1, mais est-ce qu'on sait vraiment que c'est vrai ça? Ça, ici, l'histoire de base, on ne sait pas. Donc, presque tout ce qui est là-dedans, c'est vraiment de la dimension finie. Hein, on utilise complètement la structure. Donc, pourquoi on s'en sort, et quasiment sans effort, en dimension quelconque? Parce qu'on a la projection. Alors, démonstration maintenant. Donc, d'abord, il faut quand même faire la première partie, c'est-à-dire le fait que ce truc-là est bien un élément de x'. Là, je ne me suis pas trompé. Non, j'ai mis x'. Bon, alors là, c'est simplement le fait, c'est vraiment trivial, que c'est le produit scalaire de x par y. Donc, je n'insiste pas sur la linéarité, hein. C'est évidemment une application linéaire, puisque le produit scalaire est bilinéaire. Alors, remarquez que j'ai même pas vraiment précisé. Tel que je l'ai écrit là, ça veut dire que j'ai pris un Hilbert sur R ici. Hein. Je vais peut-être quand même le mettre. C'est-à-dire que je ne suis pas à valeur complexe. Mon corps de référence, c'est R, parce que sinon, mon application ne serait pas linéaire, mais sesquilinéaire. Mon produit scalaire serait sesquilinéaire. Donc, en fait, par rapport à la variable Y, on ne serait pas linéaire, mais on serait sesquilinéaire. Donc, bon, ça ne change rien. C'est exactement tout le reste, à part le fait que ce n'est pas linéaire, mais qu'en fait, quand vous multipliez par lambda, vous sortez un lambda bar. Ça ne change rien d'autre que ça, donc je ne vais pas m'amuser à reformuler. Je garde la formulation sur R. J'ai écrit sur C en plus. Alors là, vraiment, le genre de lapsus. Là, ici, c'est sur R, mais c'est aussi valable sur C, à quelques petits changements près. Qui est encore une fois juste le fait qu'on passe à quelque chose de sesquilinéaire au lieu de bilinéaire. Bon, en tout cas, ça me donne par Cauchy-Schwarz, qui est quand même l'inégalité fabuleuse dans les espaces Hilbert, ça vous donne ça. Si vous avez ça, vous êtes en train de dire que l'application est linéaire, puisque comme fonction de x, vous avez une majoration par constante. La constante, c'est la norme de y, mais c'est constante en tout cas, fois x. Donc ça vous donne la continuité.
Et de plus, au passage, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne l'ai pas vraiment dit, quelle est la norme en tant qu'application linéaire continue de f de y, de f indice y? Quel est le bon candidat? Ouais. Alors c'est exactement la norme de y. Ça vous dit que c'est majoré par la norme de y. Ok, cette inégalité-là, puisque ça ici c'est le sup des f y, disons z, ou x, pourquoi pas z, pour norme de x égale 1. D'accord? Donc clairement, c'est majoré par y. Et pourquoi c'est égal à y? Ouais. Donc f, y, y, ça vous donne évidemment la norme de y au carré. D'accord? Et donc ça vous dit que ce sup qui était toujours majoré par y, il est en fait atteint au point y par y. Ok? Parce que si ça, vous voulez le voir comme constante fois la norme de y, la constante, c'est bien la norme de y. Bon, bref, vous n'avez pas le choix. Bien, alors ça me démontre la première partie, la partie simple, qui n'est pas vraiment le théorème de Riesz. Le théorème de Riesz, c'est la deuxième partie, c'est l'aspect représentation, ce qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Bien. Donc maintenant, soit, en fait, on commence de la même façon que ici, soit f, un élément de x', et y, son noyau. Alors, qu'est-ce que je peux dire de y? C'est que c'est un sous-espace vectoriel fermé. Pourquoi il est fermé? C'est pas dur. C'est pas dur, mais c'est primordial. Et on avait déjà fait des exemples là-dessus. Ouais, il y a longtemps. Ouais. Ouais. Donc c'est parce que f est continu. Donc ça c'est f moins 1 de 0 et f est continu. Ok? Donc c'est fermé. Car f fermé. Et alors f fermé, donc f continu. Et donc et la conséquence du fait que ça soit un sous-espace vectoriel fermé, pourquoi c'est important? Bah déjà c'est sympathique d'avoir un caractère topologique à donner à y, mais surtout à partir du moment où il est fermé dans x qui était complet, il est aussi complet. Ok? Y. Donc y c'est un sous-espace vectoriel complet. Et donc là, tilt, j'ai le droit d'utiliser ça. Ok? J'ai le droit de projeter sur y. Donc je peux projeter. Si je n'ai pas sur y, de manière, enfin avec cette proposition, ce théorème qui est là-haut, si je n'ai pas ce caractère fermé, je ne peux pas le faire. Hein. Donc si f n'est pas continu, je ne peux pas projeter sur le noyau de f. C'est... ouais, je ne vais pas trop faire de digression maintenant, peut-être on verra des exemples après. Mais donc continuons comme ça. Donc d'abord, soit, alors si y égale x, c'est toujours possible après tout. Ça veut dire qu'en fait, alors, f est 0. Et ça, je peux le voir comme
disons, et f c'est égal à f indice 0 dans le sens où c'est représenté par, c'est ce qu'on avait déjà dit tout à l'heure, hein, c'est représenté par le produit scalaire sur 0. Ce qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça me permet de me débarrasser de ce cas-là. Donc maintenant, sinon, y n'est pas égal à x, donc il existe. Alors je vais peut-être l'appeler W tout de suite. Il existe V. Non, voilà, il existe V. Qui n'appartient pas à Y et qui est non nul. Ah. Bah non, parce que 0 il est dans Y, donc ça me suffit. V n'appartenant pas à Y, ça me suffit largement. Et je pose. Mais W, à votre avis, comment il va être construit? C'est un peu le dessin qui est là. Hein. En fait, j'ai pris n'importe quel élément au départ. V, il serait là quelque part. Alors, je vais quand même pas le faire tout à fait au hasard. V, il serait là quelque part. Ok. C'est juste un élément qui n'est pas dans Y. Hein. Y, ici, c'est cœur de F. Et puis, comment je vais construire le W? Eh ben, je vais lui retirer à V sa projection orthogonale sur Y. Donc, je vais enlever ça ici, PY de V. Et ce que je vais récupérer, c'est W. Ok? Et ça, c'est le théorème qui va permettre de le faire ça. Donc, en fait, je suis en train de copier le dessin, mais en utilisant une propriété qui n'était pas si simple que ça à démontrer, mais bon, qui est juste en n'importe quelle dimension à partir du moment où vous avez un espace de Hilbert. Donc W, ça va être tout simplement V moins sa projection orthogonale sur Y. Et puis, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais... Alors, je ne vais pas diviser... J'ai déjà écrit diviser, c'est pas très très bon pour les vecteurs, de les diviser comme ça. Je préfère mettre un facteur devant, donc je mets 1 sur f de v. Alors pourquoi je choisis 1 sur f de v devant? Parce que on pose ce truc là. Alors remarquez que f de v est forcément non nul. Pourquoi? Parce que finalement, comment? Ouais, il n'est pas dans le noyau, donc voilà, c'est ça, ouais, exactement. J'allais dire un truc plus compliqué que ça, c'est inutilement plus compliqué, c'est tout simplement parce que V n'est pas dans Y, et Y c'est le noyau. Donc. Voilà, donc ça j'ai le droit de le définir. Et maintenant, avec cette définition-là, alors ça appartient à Y orthogonal, ça c'est le théorème 3i, hein, enfin, c'est le rappel. On confère le rappel qu'on vient de donner. D'accord, c'est exactement ici. Hein. X moins PY de X, c'est dans Y orthogonal. Je vais multiplier par quelque chose, mais ça ne change rien. Maintenant, si je prends F de ce machin, lui ici, il est dans le noyau, donc il ne vaut rien. Donc il reste que F de V, donc ça vaut 1. Voilà. Donc j'ai... d'une manière plus savante, construit exactement la même chose que ça. Ok ? Alors pourquoi j'ai fini ? Il faut que j'efface. Pourquoi j'ai fini ? On continue en fait à suivre ce truc-là. Alors là, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait complété la base. Bon, ça, on va pas pouvoir faire, hein, parce que on n'est pas en dimension finie, on n'a pas de théorème de base incomplète, on n'a même pas de notion de base pour l'instant. Donc il faut trouver autre chose. Et le autre chose, bah, c'est beaucoup plus simple en fait que ça. C'est regardez le point, donc soit x, un élément de grand X. Vous allez regarder X moins sa moins, alors pas F, pas sa projection, pardon, moins F de X W. Alors quelle est l'idée de ça, hein ? C'est de dire que finalement F de X
essentiellement, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, ça vous calcule la composante suivant W. Okay. Donc en fait, en faisant ça, je suis essentiellement en train de prendre la projection orthogonale sur W. De manière un peu cachée, parce que je l'interprète comme ça, vu que j'ai déjà fait ce calcul avant. Mais là, ici, c'est pas encore si clair que ça, mais ça va le devenir dans quelques instants. Donc cet élément-là, si je regarde son produit scalaire avec n'importe quel élément, disons de qui? Bon, d'abord, je vais calculer f de ce machin. Donc, ce truc-là, je vais l'appeler z. Que vaut f de z? F de z, ça vous donne f de x moins f de x ou f de w, mais f de w, c'est 1, donc c'est 0. D'accord? Donc, je suis sûr que z appartient au noyau. D'accord? Donc, je suis sûr que z scalaire w est égal à 0. Pourquoi? Parce que mon w, il appartient à y orthogonal. Ok? Et donc, si je fais ce produit-là, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x scalaire w moins f de x norme de y, norme de w au carré, égale à 0. D'accord? Donc en fait, f de x est égal à x scalaire y avec y égale w sur norme de w au carré. Donc c'est exactement ce qui était annoncé. Ok? Enfin, c'est exactement ce qu'on avait trouvé ici. Mais d'une manière finalement trop... en précisant trop de choses, c'est-à-dire on n'a pas besoin en fait d'avoir une base et de décomposer suivant une base. Il suffit en fait de savoir que l'élément W, il est dans l'orthogonale du noyau. Et qui vaut 1 évidemment sur que f en W vaut 1. Avec ces deux propriétés-là, vous savez que f de x en fait se représente comme le produit scalaire. Okay. Voilà, donc il faut vraiment essayer de comprendre cette démonstration à la lumière du cas de la dimension finie, parce que sinon on a l'impression que c'est très compliqué, et en fait ça ne l'est pas. Et ben, on va encore faire une variante de ça. Vous voyez que ça finalement, d'une certaine manière, c'est même pas d'une certaine manière, c'est vraiment un corollaire de la projection. La seule propriété importante qu'on a utilisée dans cette démonstration, c'est qu'on a une projection. Et dès qu'on a une projection, on peut faire ça. Donc maintenant, un autre corollaire, qui est en fait un corollaire du théorème de Riesz, donc qui est un corollaire de la projection. Vous voyez que cette projection, elle est quand même vraiment fondamentale. Ouais. Eh ben, j'efface quand même ça. C'est le théorème de Lax-Milgram, théorème relativement récent puisque, en tout cas l'un des deux, Peter Lax, est encore vivant si je ne m'abuse. Ou alors je n'ai pas été mis au courant. Et donc c'est le théorème de Lax-Milgram, donc qui est une variante. Bon, c'est un peu exagéré de dire que c'est une variante parce que derrière la notion de théorème de Lax-Milgram, il y a tout un aspect qui est formulation variationnelle des problèmes d'existence de solutions faibles, etc. Enfin, il y a beaucoup d'autres choses que le simple théorème que je vais énoncer là, qui est accroché, si vous voulez, au résultat de Lax-Milgram.
Alors, qu'est-ce qu'il dit, l'axe Milgram? Il dit qu'on peut faire quasiment la même chose, mais avec représenter les applications bilinéaires au lieu de représenter les applications linéaires. Bon. Donc, c'est remettre une couche, et vous verrez pourquoi cette couche sera importante peut-être la semaine prochaine, quand on fera un peu de convergence faible et puis de solution faible. Ça sera surtout au semestre prochain que vous verrez l'intérêt de ce théorème-là, mais j'aimerais quand même au moins, soit en cours ou au moins en TD, qu'on ait déjà l'occasion de voir pourquoi il est important. Pour l'instant, c'est un théorème relativement abstrait qui vous dit que vous prenez, pour changer un Hilbert, alors là je vais peut-être faire... Ouais, bon, je vais quand même l'énoncer aussi sur C, donc respectivement sur C. Donc c'est parce qu'il va y avoir quelques différences quand vous allez travailler sur le corps de référence C par rapport à R. C'est comme tout à l'heure, hein, normalement j'aurais dû le faire aussi. Mais bon. Et alors, je vais prendre B, l'application de X croix X dans R, donc dans R, donc respectivement C. Une forme bilinéaire symétrique. Alors, respectivement, c'est squilinéaire et de symétrie hermitienne. En fait, je vais mettre respectivement hermitienne, puisque dans le terme hermitien, il y a à la fois l'aspect sesquilinéaire et l'aspect symétrie hermitienne. C'est-à-dire que quand le produit de x scalaire y, quand vous êtes à valeur dans C, vous pouvez retourner en y scalaire x, mais vous payez la conjugation complexe. Bon, bref, c'est pas un grand changement, mais quand même, il faut y faire attention. Donc, elle est bilinéaire, symétrique et continue, donc vous voyez qu'on en demande beaucoup. Enfin, tout à l'heure, sur la forme linéaire, on lui demandait aussi d'être continue, hein, donc c'est pas si énorme. Et coercive. Alors c'est ça que je vais souligner, parce que c'est la seule hypothèse non standard, dirons-nous, dans le sens où vous l'avez encore jamais rencontrée, celle-là. Et coercive, ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc je le mets entre parenthèses, donc à l'intérieur même du théorème, id est, il existe C strictement positive, tel que B de x soit plus grand que C fois... Alors, oui, la norme de x au carré. Et puis là, je suis quand même obligé de mettre la partie réelle de ce truc-là, parce que si je suis à valeur complexe, c'est-à-dire si j'ai une forme bilinéaire hermitienne, une forme hermitienne, pardon, c'est la partie réelle à laquelle je demande de vérifier cette relation de coercivité. Alors, maintenant, si c'est à valeur dans R, il n'y a pas de problème, la partie réelle disparaît. D'accord. Bon, et vous voyez que c'est pas négligeable hein, comme hypothèse. Il n'y a aucune raison que ce truc-là soit vrai. En particulier, une application bilinéaire B pourrait être nulle sur pas mal de parties de l'espace. Et là, quand je lui demande ça, elle ne peut pas être nulle, sauf si X... Enfin, elle pourrait avoir un cône d'annulation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça sur les formes quadratiques. Et là, ici, en demandant ça avec C strictement positif, elle ne peut s'annuler B de xx qu'en x égale à 0 en particulier. OK ? Bien, donc ça, c'est loin d'être négligeable comme hypothèse. Et alors, si vous avez ça, alors, il existe... pardon, je vais l'énoncer comme résolution de l'équation. Donc, quel que soit f dans x', il existe un seul y dans grand X tel que b de x, y égale f de x. Voilà.
Donc ça, c'est la vision résolution d'une équation. X', c'est toujours le dual topologique de X. Donc c'est les formes linéaires continues. Okay. Donc là, vous voyez, c'est la résolution de cette équation. Donc vous donnez un f. À partir de ça, vous avez une équation. Je vais peut-être écrire ici, quel que soit x, dans grand X. Donc vous avez une équation. Et ce que vous cherchez, c'est y. D'accord? Vous cherchez y tel que b de xy soit égal à f de x, quel que soit x. Ben, le théorème de Lex-Milgram, il vous dit qu'il existe et qu'il est même unique. Okay. Alors vous verrez que ça, c'est utile, encore une fois, ce sera la semaine prochaine, c'est utile dans la formulation, dans la résolution d'équations dérivées partielles, par exemple, parce que ces formes bilinéaires, ça peut être lié à des histoires de différentiels. Mais ça, je ne vais pas aller là-dedans aujourd'hui. Je vais quand même préciser un tout petit peu ce théorème. De plus, et c'est ça qui le rend vraiment intéressant, Y est l'unique élément qui minimise la fonctionnelle J, définie de grand X à valeur dans R, et qui est définie par J de X égale 1 demi de Bxx moins F de X. Donc, si vous préférez, J de Y, c'est le minimum pour X dans grand X de J de X. Pourquoi c'est intéressant ça? Parce que de pouvoir obtenir le Y par minimisation, ça vous le rend complètement constructible, même d'un point de vue numérique. Donc c'est surtout cet aspect-là en fait qui est retenu. C'est pour ça aussi que ce théorème-là, ça sera la base d'une partie importante de votre cours d'analyse numérique au second semestre, lié en fait aux éléments finis et aux approximations des équations différentielles, etc. Parce que cet aspect minimisation, donc optimisation qu'il y a là derrière, rend Y constructible. Il est constructible et même aussi, on peut, disons, l'approcher par une suite minimisante, par exemple. Je n'ai peut-être pas précisé au-delà de ça, mais vous pouvez avoir une suite d'éléments qui vont minimiser, construire une suite qui va minimiser la fonctionnelle J. Et numériquement, ça c'est quelque chose qu'on sait faire. Et donc vous avez comme ça un aspect constructible pour cet élément Y. Constructible et approximable. Voilà, donc ça c'est les aspects variationnels de la chose, c'est-à-dire que vous obtenez votre solution par optimisation. Alors, il y a quand même une chose que je dois dire, c'est que j'ai supposé ici qu'elle était symétrique. Et donc une remarque que je dois faire ici, c'est que c'est encore vrai si B n'est pas asymétrique. Mais la démonstration est plus dure.
Elle n'est pas si dure que ça dans le cas non symétrique, mais enfin, ceci dit, c'est peut-être pas la peine de s'embêter avec ça ici. Je pense que ouais, c'est mieux de ne pas s'embêter avec ça. Comme ça, on va avoir le temps de faire l'aspect simple de la démonstration, c'est-à-dire le cas où B est symétrique. Alors, en fait, qu'est-ce que ça change, à votre avis, que B soit symétrique ou pas? Que nous apporte le fait que B soit symétrique dans cette affaire-là? Si vous avez une application bilinéaire, symétrique, continue, enfin, continue n'est pas si important, ici et tout de suite. Ouais, mais qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec une application bilinéaire symétrique? Ouais, je vais définir un produit scalaire. Ce qui n'est pas le cas pour une application juste bilinéaire. Donc en fait, on peut ici prendre B définit un produit scalaire. Définit un nouveau, dirons-nous, puisque j'en ai déjà un, produit scalaire. Alors, j'ai besoin des deux. Il faut aussi que ça soit coercif, hein, remarquez bien, parce que en particulier, j'ai bien BXY égale BYX, donc ça c'était pour l'aspect symétrique, mais aussi B de X égale à 0 si et seulement si X égale à 0. Pour cet aspect-là, ça c'est l'aspect symétrique, donc j'en ai besoin dans l'hypothèse, et ça c'est l'aspect coercif. Ou, ouais, elle est coercive. D'accord? Puisque ceci étant vrai, ça ne peut être 0 que si X égale à 0. D'accord? Donc ça me définit bien une norme. Donc j'ai bien un produit scalaire. Hein. Faites attention quand même, j'ai besoin de tout ça. Donc c'est un produit scalaire. De plus, compte tenu que B de XX est continu, alors au fur et à mesure, vous voyez qu'on utilise tout. Alors bilinéaire, on l'a déjà utilisé parce qu'on a besoin de bilinéaire pour avoir un produit scalaire. Je n'avais pas encore utilisé continu, je vais l'utiliser maintenant. Ça, c'est majoré par C', norme de x au carré. Ça, c'est parce que B est continu. Donc, pour une application bilinéaire, la continuité vous donne le contrôle de l'application de manière plus générale. Hein, je vais peut-être le mettre ici. Vous avez B de xy qui est majoré par une constante, C', norme de x, norme de y, et cette constante, en fait, vous pouvez la prendre comme la norme de l'application bilinéaire continue B. En tout cas, c'est bien la continuité qui me donne ça, et puis c'est plus grand que C fois la norme de x au carré, puisque c'est la relation de coercivité qui me donne ça. Pardon, je vais mettre ouais, donc là, je suis quand même dans le cas réel. Si c'est pas réel, c'est le module que je dois mettre. Est-ce que c'est gênant? Non. Oui, pardon. En fait, à partir du moment où c'est parce que l'énoncé général ne contient pas symétrique, mais à partir du moment où c'est symétrique, évidemment, B de XX qui doit être égal à B de XX bar, puisque la symétrie hermitienne, si on est dans le cas hermitien, vous donne ce truc-là, fait qu'on n'a pas besoin de la partie réelle ici, c'est toujours réel. Peut-être je vous le mets là. Vous avez B de XY, la symétrie hermitienne vous dit ça.
D'accord? Si vous n'êtes pas réel, mais à valeur complexe, la symétrie hermitienne vous donne ça. Donc en particulier, B de XX est réel. Donc cette hypothèse, mettre la partie réelle n'a un sens que si on ne met pas l'hypothèse de symétrie. Bon. Donc ici, en tout cas, c'est bien cette relation-là qu'on obtient. Et ça vous dit quoi? Cette relation que je viens d'écrire. Qu'est-ce qu'on peut dire? Donc ça, la norme de x d'indice B qui est bxx puissance 1,5. Qu'est-ce que je peux dire de cette norme? Ouais, équivalente. Donc, ça est équivalente à celle qu'on connaissait déjà. Équivalente à norme. Ok? Donc vous voyez, là on a utilisé tout le monde, hein, la continuité, la coercivité, tout ça. Et donc finalement, ce qu'on est en train de dire là, c'est que cette structure bilinéaire, essentiellement, c'est pas grand-chose d'autre que le produit scalaire. C'est autre chose, mais enfin, c'est contrôlé par le produit scalaire. Et quand vous relisez cette équation, ce truc-là, en tant que... Si vous voyez B comme le produit scalaire, c'est-à-dire finalement quasiment si vous oubliez le B qui est ici, vous retrouvez le théorème de Riesz. Exactement le théorème de Riesz. Pour tout élément dans X', j'ai un élément dans Y qui va être représenté par le produit scalaire. Ok ? Et donc là, ce que je viens de dire, c'est que B me définit un produit scalaire qui est équivalent, si vous voulez, au produit scalaire de départ. Et donc ça ne va pas changer grand-chose. Pourquoi? Parce que là, ce qui m'importe, c'est que si F... Ainsi, si F appartient à X', F est aussi continu au sens de B. Ça veut dire quoi au sens de B? Ça veut dire au sens de la topologie définie par la norme qui est là. Donc je vais peut-être plutôt mettre, puisque j'ai déjà introduit cette norme indice B, qui est ici. D'accord? Et donc, en fait, vous êtes exactement dans le cadre d'application du théorème de Riesz, sauf que vous avez défini autrement votre produit scalaire. Okay? Donc, le théorème de Riesz s'applique. De Riesz s'applique à X muni de la norme d'indice B. Pour donner le résultat. Est-ce que j'aurais écrit quelque chose? Ouais, peut-être quand même. Donc il s'appelait F. C'est plus F, élément de X'. Des applications linéaires continues de X à valeur dans R. Donc là, ici, c'est continu au sens de la norme de B, se représente comme le produit scalaire le produit scalaire par un élément de X de points. Il existe Y, un seul d'ailleurs, tel que F de X soit égal au produit scalaire de X par Y, quel que soit X. Donc c'est juste une subtilité d'écriture. D'une certaine façon, on se ramène au théorème précédent en disant que dans mon équation ici, si B devient un produit scalaire, ça n'est rien d'autre que le théorème de Riesz. Mais encore faut-il que le produit scalaire soit équivalent
au produit scalaire de départ, en fait, c'est-à-dire que les normes définies par les deux produits scalaires soient équivalentes. Et à partir de là, tout va bien. Alors, je vais peut-être légèrement commencer le chapitre, pas le chapitre, le paragraphe suivant, parce que là il est que 35, donc on va se donner. Maintenant que tout est propre, je vais juste introduire la notion sur laquelle on va travailler après la pause, qui est la notion de base hilbertienne. Alors, et qu'on va terminer aujourd'hui. Notion de base hilbertienne. Donc, définition, et on va juste donner des exemples. Donc d'abord, peut-être un rappel. Qu'est-ce qu'une base algébrique? Alors, je mets ce terme d'algébrique, c'est pour être sûr de faire le distinguo avec hilbertienne, justement. Enfin, c'est le base au sens habituel. Et le sens habituel que vous lui avez donné, c'est un sens algébrique parce que c'est bien en algèbre linéaire que vous avez travaillé cette notion de base. Donc voilà, c'est un raccourci pour dire que c'est ce que vous connaissez déjà. Et puis là, vous voyez que nous, on est plutôt dans un cours d'analyse, donc on va avoir des notions de base qui vont être légèrement différentes, où on va rajouter une petite pincée d'analyse. Je vais l'appeler J. J dans grand J est une base de E, donc base algébrique de E, un espace vectoriel, signifie que quel que soit x dans grand E, il existe, à vrai dire, un seul, suite lambda j, j dans grand J. Je vais écrire, disons, je vais quand même l'écrire comme ça. Suite non, j'ai pas envie de dire suite finie ici, pardon, donc j'efface. X s'écrit de manière unique comme combinaison linéaire finie d'éléments de la base.
Sinon, comment vous donnez un sens à la combinaison linéaire? Ouais, mais alors justement, on va écrire un tout petit peu plus pour comprendre pourquoi c'est important. C'est-à-dire, il existe J indice X inclus dans J indice X fini, et lambda J pour J appartenant à J indice X appartenant à R puissance cardinale de J indice X, tel que X soit égal à la somme des lambda J EJ. J appartenant à J indice X. Alors maintenant, pourquoi on se restreint à des sommes finies? Parce que sinon, ça n'a pas de sens d'écrire une somme infinie, sauf à préciser en quel sens la somme est définie. C'est-à-dire qu'il y a un problème de convergence. OK? Donc, somme finie, si la somme était infinie, disons, avec des sommes infinies, on aurait un problème de convergence. Donc on sortirait de l'algèbre. L'algèbre, c'est un monde fini en ce sens-là. On passe jamais à la limite sur la dimension, donc sur les sommes et tout ça. Donc évidemment, tant que vous faites des sommes finies, ce truc-là a toujours un sens. Et puis vous continuez toute l'algèbre qu'il y a derrière. Mais alors, remarquez que bien évidemment, si au départ votre espace est de dimension finie, ça veut dire que le grand J, et c'est ce que vous démontrez d'ailleurs assez vite en algèbre linéaire, c'est que si vous avez un espace de dimension finie, en fait c'est toujours la même dimension, c'est-à-dire que ça vous donne ici le cardinal de grand J, c'est le cardinal d'une base finalement qui vous donne la dimension de l'espace, et puis à partir du moment où grand J est fini, eh ben, forcément ces sous-ensembles sont tous finis, donc cette représentation elle devient beaucoup plus simple à écrire, c'est toujours, il existe une représentation de X, une décomposition suivant les éléments de la base. Mais donc vous voyez que cette notion-là, donc elle devient compliquée en dimension infinie. D'accord? C'est pas simple. C'est pas simple et c'est naturellement pas simple. C'est pas parce qu'on veut se compliquer la vie qu'on réussit à se compliquer la vie, c'est parce qu'il y a vraiment un problème. On ne peut pas définir des combinaisons linéaires infinies si on ne met pas une structure analytique dessus. C'est une structure qui va vous donner la convergence. Donc, exemple, c'est un exemple que je vous ai déjà donné, mais c'est à peu près le seul qui soit intéressant, c'est les polynômes. D'accord? Qui est engendré, pour lequel vous prenez J, en fait c'est X puissance J. D'accord? Et évidemment, un polynôme, ça, c'est une somme, c'est une combinaison linéaire finie des xj, puisque un polynôme, c'est un degré donné. Donc, ça a un nombre de... Si vous ne fixez pas le degré du polynôme, c'est-à-dire que vous permettez des polynômes de dimension de degré infini, ce qui n'a en soi aucun sens, c'est parce que vous n'êtes plus en train de travailler avec des polynômes, mais avec des séries entières. Et les séries entières, c'est un objet plus compliqué que les polynômes. Donc, tant que vous restez dans les polynômes, ce truc-là est vrai. Alors, un autre exemple, tiens. Et puis, donc, je ne vais pas vous donner comme ça la définition de Basile-Bertienne, on reviendra après. Un autre exemple, vous prenez EJ. Alors, vous mettez dans l'ensemble des suites. À n. Et puis, disons, dans R, puissance n. D'accord? Donc là, je suis vraiment dans un truc énorme. J'ai rien, je demande rien de particulier à cette suite, j'ai des suites réelles. D'accord? Indicées par n. Bon, et puis, je définis delta j comme étant la suite qui vaut 0, 0, 0, puis 1,
puis 0, etc. Donc là, ici, c'est à la jème place. D'accord? Eh bien, qui est... Donc, si vous voulez, quand vous écrivez ça, en fait, c'est que la façon, j'aurais peut-être pu l'écrire ici, dit autrement, ou écrit autrement, d'ailleurs, ce serait plutôt, dit autrement, en fait, ce truc E ici, c'est l'espace vectoriel engendré par les EJ. Hein. Mais dans l'aspect vectoriel, espace vectoriel engendré, c'est combinaison linéaire finie tout le temps. Hein. Bah ici, à quoi ressemble l'espace vectoriel engendré par les delta J? C'est un truc assez bizarre, ou pas? Parce que vous voyez bien que vous prenez par exemple la suite, je sais pas moi, 1, 2, 3, bah alors je vais m'arrêter un moment, hein, puis après je vais mettre 0. Bah ça, en fait, cette suite-là, c'est delta 1 plus 2 delta 2 plus 3 delta 3 plus 4 delta 4. Bon, évidemment, les coefficients n'ont pas beaucoup d'importance, mais j'ai une combinaison linéaire de delta 1, delta 2, delta 3 et delta 4. OK ? Et je vais pouvoir faire ça à peu près avec n'importe quelle suite. Il suffira que je change les coefficients. Mais ceci dit, qu'est-ce que je vais obtenir compte tenu que j'ai que des sommes finies? Ouais, en fait, plus exactement, si je voulais vraiment représenter une suite qui a une infinité de termes, je ne pourrais pas. D'accord? Donc elle a seulement un nombre fini de termes non nuls. Donc ça, c'est l'ensemble des suites nulles à partir d'un certain rang. À partir d'un certain rang. Ou si vous préférez, c'est l'ensemble des suites à n, telles que il existe grand N, telles que à n égale à 0, quel que soit n plus grand que grand N. D'accord? C'est forcément la même chose. Alors, ça ne veut pas dire que tous les autres avant grand N sont non nuls. Hein. Il peut en avoir des nuls aussi, mais c'est une façon d'écrire qui est plus... si vous pouvez aussi dire, c'est l'ensemble des suites à support fini, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un nombre fini de termes non nuls. Ça revient finalement exactement au même. Mais vous voyez que vous obtenez un ensemble très très particulier. À votre avis, donc si je note ça E, vous voyez que c'est un ensemble de dimension infinie. Hein. E est de dimension infinie. Est-ce que c'est clair pour vous? C'est un sous-espace vectoriel de Rn qui est de dimension infinie. C'est clair pour vous? Parce que certes, chaque suite a un support fini, c'est-à-dire qu'il existe un grand N, mais le grand N, il n'est pas fixé. Il est arbitrairement grand. C'est exactement comme pour les polynômes. Pareil. Le degré n'est pas fixé. Donc vous ne pouvez pas dire, si vous prétendez qu'il est de dimension petit grand N, vous voyez bien que c'est pas vrai, puisque vous pouvez représenter des éléments qui sont de longueur arbitrairement grande, sauf que c'est jamais infini. Okay? Donc c'est bien un espace de dimension infinie, de suite, mais ceci dit, on sent bien qu'il est quand même un peu petit celui-là pour faire de l'analyse, dans le sens où on ne va pas à l'infini, donc on a loupé l'essentiel. Enfin, l'essentiel de l'analyse. Alors pour récupérer l'analyse, on fait quoi? Eh bien, on prend l'adhérence. Et si vous prenez l'adhérence de ça, avec la norme 2, donc je vous rappelle que la norme 2, c'est la somme des AN carrés. Alors là, tout de suite, vous avez le retour de l'analyse en force, puisque vous avez une somme infinie. Okay? Et donc,
ce truc-là n'est pas défini pour tout élément de R puissance n. Mais il sera défini pour tout élément de E. Puisque vous avez c'est toujours des sommes finies pour E. Donc c'est bien quelque chose qui est défini. Si vous prenez le complété de ça, à votre avis, vous obtenez quoi ? Une tentative. Le temps est écoulé. Dans le doute, choisissez la plus simple des réponses. Quelle est la plus simple des réponses? Ouais, c'est-à-dire L2. C'est-à-dire l'ensemble des suites AN dans R puissance n, telle que la norme de AN, indice 2, est inférieure à l'infini. C'est ça, hein, petit L2. Et pourquoi c'est vrai, ça? Je pensais pas du tout raconter ça, mais puisqu'on y est, on le fait. Ben, c'est quasiment la définition. Pourquoi? Parce que vous prenez comme élément... alors, il faut que je lui trouve un nom. Donc je prends AN dans petit L2 et puis je pose X N avec un N en haut. Alors je vais peut-être le mettre entre parenthèses, encore que bouf, peut-être pas. XK, allez. La suite définie par X, K, N égale AN pour K plus petit que N, et puis X, et puis X, et puis je vais plutôt l'écrire ici, X, K, N égale à 0 pour K plus grand que N. D'accord? Donc je tronque ma suite, qui est a priori une suite infinie ici, enfin avec un nombre infini de termes. Je la tronque en... qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit exactement l'inverse. C'est n plus petit que k, et là c'est n plus grand que k. Donc je la tronque au terme d'indice k. D'accord? Il n'y a que les k premiers termes que je garde. Donc en fait, ici, si j'écris ma suite xn, xk, c'est A1, A2, etc., AK, et ensuite 0, 0, 0. D'accord? C'est ça ma suite. Ben, vous voyez bien que la norme, alors je l'écris là. Bon, j'aurais mieux fait de garder ça là-haut aussi. Hein. J'ai décidément une mauvaise utilisation du tableau aujourd'hui, ou toujours peut-être, je ne sais pas. AN, n plus grand que 1, moins xk, en norme 2 au carré, c'est la somme pour, alors, n strictement plus grand que k, de AN au carré. D'accord? Puisque les premiers éléments sont les mêmes. Donc ils se simplifient tous. Et donc ce qui me reste, c'est cette somme-là. D'accord? Donc ce que j'ai pris, j'ai tronqué cette suite à n en le tronquant au rang k, excusez-moi. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Quand je fais maintenant la différence entre la suite à n et cette suite xk n, eh bien, à partir de là, évidemment, jusque-là, ça se compense exactement. À partir de là, ça ne se compense plus. Donc, en fait, la norme, c'est la somme des AN carré pour n plus grand que k. OK?
Et ça, bah, ça tend vers 0. C'est la définition du fait que cette série converge. Quand K tend vers l'infini, car la série converge. C'est exactement le sens de la convergence de la série qui est ici. Si elle converge, ça veut dire que les queues de série tendent vers 0. Ou que les sommes partielles convergent. C'est la même chose. Hein. D'accord ? C'est le sens de la convergence, enfin, du fait d'avoir demandé à votre suite, qui était quelconque au départ, d'avoir une norme de finie. Ça veut dire que la série qui est ici converge, et donc ça veut dire que les queues de série tendent vers 0 quand vous tronquez très loin. Et donc vous êtes exactement en train de dire que AN est approché par une suite d'éléments XK. Or, XK appartient à E, donc E bar L2 égale norme 2, pardon. Ok, ça c'est quand je mets le petit indice sur la barre qui est la norme 2, c'est juste pour dire que je prends l'adhérence au sens de la norme L2. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que vous définissez un caractère topologique quelconque, il faut dire en quel sens, c'est-à-dire pour quelle topologie. Voilà, alors ben, j'en suis presque à la notion de base hilbertienne, parce que qu'est-ce que j'ai envie de dire en fait là-dessus? J'ai envie de dire que ça, c'est une base de petit L2. C'est pas loin. En fait, c'est une base algébrique de cet ensemble qui ne m'intéresse pas. Les suites nulles à partir d'un certain rang, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, algébriquement, je suis contraint à aller que là, et là, ça ne me suffit pas. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est ça, prendre l'adhérence. Et en fait, on va définir les bases hilbertiennes comme ça. C'est-à-dire que l'adhérence des éléments engendrés par combinaison linéaire donne tout l'espace. Okay. Donc c'est ça la notion de topologie qu'on va rajouter, c'est exactement la construction qu'on a fait là. Certes, on n'aura pas une représentation algébrique, mais on aura une représentation analytique, parce que finalement, vous voyez bien que la décomposition sur cette base-là de n'importe quelle suite dans L2, bah, je vais la faire au même sens que celle qui est ici. Je peux continuer comme ça indéfiniment. Et je vais donner un sens à la somme qui va être infinie parce que j'aurai une convergence de cet élément. Okay. Donc c'est ce qu'on fera après la pause. Et vous verrez que ce n'est pas très compliqué finalement. Beaucoup moins que ce qu'il n'y paraît.